Cet épisode est présenté par La Roche-Posay, marque numéro 1 recommandée par les dermatologues partout dans le monde depuis 50 ans. Pour une fille qui avait l'air affamée, tu risques de mourir de faim avec ce lunch-là. Ben, au moins, je contribue pas au réchauffement climatique avec l'élevage bovin, moi. Mais là, pois chiche, avocat, graines de chia, oh my God. Moi, je serais gonflée comme un ballon pour toute la journée avec ça. Pourquoi? Tu manges quoi, toi? Ben, un wrap sans pain. Dinde dessus, c'est trop compliqué. Anne, c'est moi ou ton lunch, c'est genre une tranche de dinde enroulée dans une feuille? Ben, c'est l'eau lectine. T'en as pas entendu parler des lectines? Les quoi? Les lectines, c'est la toxine naturelle des plantes. J'ai écouté un documentaire hier qui disait que ça pouvait causer de l'inflammation. Attends, les lectines, c'est pas dans genre tout ce qui a des pépins? Ouais. OK, fait que t'as coupé les tomates, les cocombes, les aubergines, les raisins, donc tout ce qui est bon, genre? Non, pas les raisins. Ça compte pas, ça a de l'air, là. Mais vous savez, là, je suis tout le temps gonflée. Je teste des affaires. En tout cas, pendant ce temps-là, le kale sauve des vies. Just saying. As-tu vu le mystère du kale tueur sur Prime? Il explique que le kale cru, c'est plein d'oxalates. Mauvais pour les reins. Mauvais. T'es pas sérieuse? Ah oui. Puis là, t'es légumineuse. As-tu pensé à ta microbiote, girl? C'est pas super bon non plus, là. Mais voyons! Depuis quand manger, c'est devenu un examen de science? Hey, c'est donc bien compliqué de savoir quoi manger. Un jour, c'est le gras, le lendemain, c'est le sucre. Salut filles! On a tellement une grosse journée. Je me suis dit qu'on méritait de se gâter un peu, fait que je nous ai acheté du chocolat. Oh. Antioxydants, c'est pro-santé, ça, right? Puis antidéprime, c'est prouvé. Protéines. Il y a des protéines là-dedans, Kate, hein? Je sais pas, là, je pense pas, là, mais... Hey, on était vraiment sur le bord de se pogner, hein? OK. Note à moi-même, toujours apporter du chocolat pour désamorcer les SPN de mes chums. Aujourd'hui, plus que jamais, l'acte de se nourrir est devenu un véritable casse-tête. Des étiquettes incompréhensibles, régime alimentaire à la mode, intolérance mal comprise et une profusion d'aliments ultra transformés. Comment on fait pour s'y retrouver? Comment réapprendre à manger sainement, simplement et surtout avec plaisir? Dans un monde où tout va vraiment vite, on a parfois tendance à oublier l'essentiel. Le goût du partage, le bonheur de savourer un bon repas, tout en offrant à son corps ce qu'il a vraiment besoin. Au fil de cet épisode, on va revenir à la base de l'alimentation via des échanges avec des experts, mais aussi mettre en lumière le plaisir et l'importance des traditions. Mes sidechicks acolytes aujourd'hui sont Catherine Fournier, Mathieu Lévesque et Nour Belkirian. J'aurai également le plaisir de partager un moment avec un réel passionné de l'art de recevoir. Il est cofondateur de la Guilde alimentaire. Je parle ici de Jonathan Garnier, qu'on retrouve dans un instant. Merci à Starbucks de présenter cette entrevue vedette et de créer de réels moments de connexion avec vous et nos invités. Bienvenue à Génération Sidechick, Jonathan. Merci de l'invitation. Oui, j'espère que tu te plais dans notre décor. Écoute, on est très bien pour l'instant. Pour l'instant. Jérémy est comme, tu vas peut-être me faire chier dans pas long. On va voir comment mes fesses vont réagir sur une chaise en métal. Mais écoute, assurément, tu on va risques d'avoir voir, des c'est petits carreaux. C'est qu'on faut pour l'instant. Je te disais d'entrée de jeu avant qu'on ouvre les caméras, si tu étais tanné de te faire inviter pour parler du domaine alimentaire, de la cuisine. Et non, pas du tout. Non? Parce que, écoute, l'alimentation touche à tout. Hein. Ben oui. Tu sais, aujourd'hui, l'alimentation, ça peut être comment je consomme mes produits, mais manger, c'est pas juste consommer de l'énergie pour faire rouler la machine. Manger, c'est aussi créer un réseau social, c'est créer des souvenirs avec sa famille. Il y a énormément de choses qui peuvent être reliées à ça. Donc, selon comment tu consommes, selon comment tu manges, ben, tu as des effets différents. T'sais. Si je commande de la pizza, c'est une petite soirée relax devant la télé. Mais si je cuisine, ben, je vais avoir des choses à raconter. Ben, ça, c'est la recette de tante Janine qui vient de telle place, puis on l'a faite à telle occasion, puis là, on va manger ça. Je l'ai cuit dans la cocotte que m'a offert telle personne. Tout est interrelié et notre vie tourne autour, d'une certaine manière, de la bouffe.
Ouais. Puis est-ce que tu dirais que c'est, par exemple, justement, le volet, disons, plus traditionnel, le rassembleur, tout ça qui a fait que tu as eu envie de te lancer dans cet univers-là à la base? Oui, au départ, ben moi j'ai développé ma passion pour la cuisine à partir de moments de vie en famille. OK. C'est-à-dire ma mère cuisinait pour recevoir. OK. Donc des plats partagés, des festins. Là, puis Mhm. là, c'est vraiment ça qui a développé ma passion au départ. Ouais. Est-ce que tu as appris à cuisiner avec ta mère? Ouais. Ouais? Ouais. Ça s'est passé de mère en fils? Exactement, C'est cool, exactement. ça. Puis rapidement, elle a vu que j'avais un intérêt, puis elle m'a laissé aller. Puis elle n'était pas du genre à dire, tu vas vas tout brûler. tu vas mettre le fruit dans la cuisine, puis tu vas mettre de la farine partout. Très rapidement, il y a eu ça. Puis très rapidement, avec mon frère, on est devenu un peu entrepreneur. On faisait des biscuits, puis on allait les vendre aux voisins. Ah, voilà. Puis ma mère nous fournissait en farine, c'était le pocher. La vraie farine, cette fois-ci. Non, de la vraie farine. Oui, oui. Pourquoi cette fois-ci? Mais je sais pas, hein. La vraie farine. Ah, quand même, c'est très le fun. Et puis, est-ce que ça, tu l'as continué avec ta propre famille aussi? Est-ce que la cuisine, parce que là, c'est ton gagne-pain, tu sais, il y en a... Ouais. Souvent, quand on arrive à la maison, on n'a plus envie de penser au travail. Mais toi, par défaut, ton travail, tu n'as pas le choix d'y penser tout le temps. Tu es dans la cuisine, tu as besoin de te nourrir tes enfants. Comment tu as conjugué avec ça aussi pour maintenir le plaisir autour de la cuisine? Alors, il y a un premier... Alors oui, je cuisine encore à la maison. Oui, j'ai encore cette passion-là. J'essaie de la transmettre tranquillement à mon fils. J'essaie de le faire cuisiner. Il a 3 ans, donc on fait des petites Mais choses. oui. Par contre, souvent les gens font un petit peu l'amalgame. Un chef de cuisine, un chef, c'est quelqu'un qui fait de la gestion aussi. Tu sais, moi, je ne suis pas tout le temps les mains dans mes plats. Je fais de la création de recettes. Je fais de la gestion d'entreprise, Ouais. donc je dois gérer des employés, les optimiser, l'approvisionnement. C'est énormément de facteurs. Souvent, les gens me disent ah, mon fils, il travaille dans tel resto, il est chef. Et là, oui, il fait à manger, Ouais. tu sais, il cuisine. Ouais. Mais c'est deux choses différentes. Puis la fonction de chef, c'est vraiment quelque chose qu'on développe. Et c'est pour ça qu'il faut de l'expérience. Aujourd'hui, un jeune qui aurait de l'argent peut ouvrir un resto. Des Est-ce qu'il fois, va ça- avoir du succès? On le ben, sait pas. Des fois, oui. Ouais. Des fois ça crée. Des fois, il y a une bonne idée, il y a de l'engouement, il y a des très bons réseaux Ouais. sociaux. Il y a plein de choses qui font que ça va avoir du succès. Mais est-ce que ce restaurant-là est optimisé? Souvent, la chaîne d'approvisionnement, les RH, tout ça, c'est tout un volet qui est relié au poste de chef. Donc moi, j'ai appris au fur et à mesure des années à m'entourer, à travailler avec des gens, puis à les former, à les mettre à la manière dont je veux travailler, etc. Donc, mes journées ne sont pas faites que de cuisine. Donc, oui, j'ai encore cette envie-là. C'est sûr que seul le soir, j'ai des restants de l'école. C'est sûr que tu manges des prends bols deux, de trois céréales affaires. des fois. De temps en temps. Mais j'ai souvent des restants. tu sais. Ouais, mais je trouve ça le fun de comme pas vouloir juste voir la nourriture comme étant un travail, comme tu le dis, parce que oui, il y a plusieurs étapes. Mais pour ma part, tu sais, mes recettes préférées, c'est pas nécessairement les meilleures au goût, mais c'est celles qui viennent avec des souvenirs. Ouais. J'ai encore ce souvenir-là de ma mère qui criait « Les filles, venez licher la cuillère à crème glacée ou la cuillère de gâteau, le glaçage qui restait par la suite. » Puis ce souvenir-là est imprégné à tout jamais. Donc, à toutes les fois que je fais un gâteau, je vois l'instrument de cuisine, je pense à ma mère, puis je suis tellement contente de pouvoir avoir ça comme souvenir. C'est le fun. C'est hyper important, hein, cette transmission-là. Autant la recette de famille. Et c'est pour ça que la recette de... tu sais, moi, j'ai sorti des plats en épicerie récemment, puis il y a des gens qui... Que d'ailleurs, tu m'en as apporté, faut Oui, que je t'en ai j'y apporté quelques-uns. Tu vas pouvoir goûter à ça. Yeah. Mais, tu sais, les gens, souvent, sont comme... Ah, ben, alors, des fois, j'ai des très bons commentaires, tu sais, de gens, ah, mais ça me rappelle telle chose, puis votre lasagne était vraiment bonne pour tel truc. Mais il y a aussi cette notion-là de dire, ben, la mienne, elle est meilleure. Ben oui, la tienne, elle est meilleure parce que c'est la recette de ta maman ou de ton oncle ou de ton... Puis c'est la manière dont toi, tu as appris à la manger, puis c'est normal. On ne cherche pas à remplacer, on cherche à compléter, là, tu sais. Ouais. Puis je pense que c'est ça, tu sais, la transmission d'un petit peu plus... C'est pas juste de la bouffe. Tu sais. Mais oui. Quand on cuisine à la maison, il faut le comprendre. Ouais. C'est un peu comme... tu sais, d'amener son enfant faire du sport, c'est pas juste du sport. Il sociabilise, il développe des compétences autres que simplement être capable de mettre une rondelle dans Mais un oui. filet. Il y a plein d'autres choses. Ben, c'est pareil pour la cuisine, de prendre le temps de cuisiner ou de prendre le temps de partager un repas avec une histoire, etc. etc. Ben, il y a toujours manière, même si on n'a pas le temps, il y a toujours manière de se dire comment je
comment je twiste ce moment-là pour que ça devienne un moment de partage. OK, j'ai pris un plat préparé, je l'ai transformé un petit peu pour faire ma petite soirée tacos. Je n'avais pas le temps de faire braiser ma viande. J'ai pris du porc que je vais effilocher, qui est déjà cuit. Je rajoute une coupe de légumes pour ne pas perdre ce que j'ai dans le frigo. C'est la bonne manière de faire, là, tu sais, de se dire, OK, dans la recette, il dit qu'il faudrait prendre des poivrons jaunes. Qu'est-ce que j'ai? Ah, ben, j'ai des poivrons verts. OK, qu'est-ce que ça m'amène de plus, de moins? OK, le poivron vert va être un petit peu plus acidulé. Bon, ben, je vais rajouter une cuillère de miel là-dedans, puis ça va goûter à peu près pareil. Attends, on va y arriver. Donc, tu sais, tu transformes ça, puis là, tu dis, OK, j'ai pas fait grand-chose dans mon repas, mais qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui de la cuisine Tex-Mex ou de la... Parce que, tu sais, les tacos, c'est pas forcément juste... ou de la cuisine mexicaine, si tu veux, mais... bon, ben, je mets de la musique mexicaine. Ou je pose la question... là-dedans, là. Complètement. Ouais. Et aujourd'hui, tu trouves ça, parce que là, tu parles beaucoup du partage. Tu sais, bon, dans l'ère d'aujourd'hui, je suis persuadée que toi, tu as vu une évolution là, dans les dernières décennies. Manger est devenu complexe pour plusieurs d'entre nous. On ne sait plus où s'orienter. Il y a plein de choses auxquelles on réagit, ne serait-ce que dans nos ballonnements ou autres. Quand tu veux partager un repas, justement, est-ce que toi, tu trouves ça anxiogène? Tu dis, bon, chez nous, c'est mes normes, c'est ma maison, ma cuisine. Si toi, t'es vegan, tu viens pas, puis c'est tout. Comment tu fais pour gérer ça? Alors, je suis cœliaque, vegan. Ah, tu m'aimerais pas comme visite. Qu'est-ce que tu me conseilles? Ben, de prendre un taxi. Oui. Non, essentiellement. Alors, non, évidemment, cuisiner, c'est partager, c'est vouloir faire plaisir à l'autre. Tu sais, je pense que la majorité des cuisiniers dans le monde sont des gens qui veulent offrir. Et c'est pour ça que des fois, ça nous blesse. Là, tu sais, quelqu'un qui picore, puis qui n'aime pas, puis... Ou qui met du ketchup sur... Ben, non, mais tu sais, souvent, on est... non, ben, tu sais, il y a une notion de s'offrir, d'offrir ce qu'on a de mieux, puis en fin de compte, des fois, le retour n'est pas bon. C'est pas grave. On apprend à vivre avec. Mais... donc moi, je dirais jamais c'est mes règles. Évidemment, c'est préviens-moi. Ça, c'est un échange de dire, j'ai ça comme allergie ou ça comme choix de vie, puis on s'adapte. Non, ça reste un plaisir. Puis nous, dans le boulot, moi, des fois, il y a des gens... Écoute, moi, je reçois des groupes corporatifs. J'ai une école. Puis dans cette école, on a des cours de cuisine monsieur, madame, tout le monde. Tu peux venir prendre un cours de sushi, un cours de pain, un cours de pâte fraîche. C'est cool. En plus, vous offrez plein de différents types de catégories. 50, 60 thèmes différents. Mais... Je vais t'envoyer mon chum, il faut qu'il apprenne à cuisiner. Je suis tannée d'avoir cette charge mentale. Bon. Je te l'envoie. L'autre volet, c'est du corporatif. Donc, on reçoit des groupes d'avocats, des groupes de collègues, des partenaires, des gens de fondations. On a plein de... Puis là-dedans... Des fois, il y a des gens, on sert un menu unique, là, donc on sert à tout le monde. Puis la dame, elle dit, ah non, ça, j'en mange pas. Je dis, mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit tout à l'heure? J'ai posé la question, mais je ne voulais pas vous déranger. Je dis, ben là, moi, je me sens beaucoup plus mal à l'aise que tu ne manges pas. Que tu n'aies pas d'assiette en ce moment et que tous tes collègues pensent que je n'ai pas fait mon travail, plutôt que tu me le dises. Donc, partager cette information le plus tôt possible avec les cuisiniers de ce monde, en restauration, en ci, en ça, ça va nous aider. Là, mais non, oui, c'est un défi. Oui, c'est un défi. Et c'est un défi parce qu'aujourd'hui, un peu comme tout à l'heure, je te disais, c'est important de dire, un chef, c'est pas un cuisinier. C'est deux choses différentes. Un cuisinier, un chef est un cuisinier, mais un chef, c'est un gestionnaire. Ben, c'est pareil pour une allergie. Il faut que tu emploies... Si moi, tu me dis, je suis allergique à ça, là, moi, mon processus, il dit, OK, comment j'ai transformé? Est-ce que j'ai utilisé les mêmes chiffons? OK, on nettoie la cuisine, on change de planche. Est-ce que ça, c'est passé au lave-vaisselle? Il y a énormément d'étapes. Mais si tu me dis, j'aime pas ça ou je suis intolérante à ça, c'est différent. Alors que souvent, l'amalgame, c'est de dire, oh, je suis allergique. Non, c'est hyper important. Ça, c'est vraiment un game changer dans le processus, je te dirais. Mais tu sembles vraiment ouvert, tu n'as pas l'air, je vais dire, comme... envahi par toute cette vague-là. Il y en a plein qui disent « Ah, je suis intolérant au gluten », mais dans le fond, non, c'est juste parce que c'est un peu la tendance sur les réseaux sociaux ou autres. Tu ne sembles pas être irrité par ce genre de comportement ou de transformation, pourrais-je dire. Je pense qu'on a toujours cherché. Alors, tu sais, tu te fais un repas, là, tu te bourres la face. À plus en pouvoir, c'est normal que tu sois ballonné. C'est pas le gluten, c'est juste que tu as mangé comme une cochonne. Donc oui, on a des intolérances, il y a des gens qui ont des sensibilités particulières.
après, des fois, tu sais, ce qui est le plus... Je te dirais, moi, je ne suis pas frustré du tout ça, parce que je le comprends, on cherche tous des solutions miracles pour être mieux, pour être plus fin, plus svelte, plus en santé. Puis des fois, on cherche la solution miracle. Ah, j'ai coupé ça. Puis, alors, des fois, ça marche pendant un moment. Ça s'appelle le changement. Tu sais, mais sur le long terme, souvent, on réalise, ah ben non, en fin de compte, c'est peut-être pas ça. Ou c'était pas... Mais je te dirais que c'est de garder une certaine légèreté dans tout ça. Tu sais, c'est super important. Si les gens sont... Ah non, moi, c'est vraiment, absolument, c'est ça. Puis, tu sais, puis tu leur dis, OK, ils veulent pas de gluten. Puis, arrivé au moment du dessert, le dessert a l'air super bon. Puis là, on me dit, je vais faire une concession parce que le dessert a l'air bon. Et là, moi, je suis comme, pas aujourd'hui, ma grande. Tu sais, parce que, à un moment donné, je ne peux pas t'avoir cuisiné Non, c'est donne-moi plus, tu fais la entrée, retorde, plat là. Oui. différents. Puis là, tu vas te prendre le dessert, puis il y a du gluten dedans. Ça ne marchera pas, Ouais. tu vois. Donc, Encore c'est une plus fois, ça. tu m'aimerais pas comme Non? visite. Je suis un peu bipolaire là-dessus aussi. Mais, Le temps des fêtes, la tourtière, all the way, mais je Mais mange tu- pas de gluten le mais reste tu du temps. l'acceptes. Oui, mais tu l'acceptes. Tu Oui. sais ce que je veux dire? Ce jour-là, tu n'as pas Absolument. dit à tout le monde, faites-moi des plats sans gluten. Et en fin de compte, je mange de la tourtière Ouais. pareil. Tu vois ce que je veux dire? Tu t'es dit, je vais avoir un petit peu de ballonnement, un peu mal à l'estomac. Je l'accepte. Je fais du télétravail. C'est pas grave. Je vais passer un peu de temps aux toilettes et c'est tout, hein? Le sujet du jour, c'est l'alimentation. Et on le sait, ce qu'on mange a un impact énorme sur notre bien-être global, mais aussi sur notre peau. Mais avouons-le, parfois, malgré une alimentation super équilibrée et des petits soins attentifs, notre peau continue de nous jouer des tours. Mais surtout, quand on a une peau à tendance acnéique. Et c'est là que j'ai envie de vous parler d'un allié de taille, le Effaclar Duo Plus de La Roche-Posay. Et c'est bien plus qu'une crème hydratante. C'est un traitement de l'acné à action globale qui prend soin de votre peau en douceur tout en la protégeant contre les récidives. Et ça, on aime ça. Ce que j'aime particulièrement, c'est qu'il est formulé avec des ingrédients dermatologiques comme l'acide salicylique qui cible les boutons dès leur apparition et ce, sans dessécher la peau. Fini la peau qui tiraille et qui pèle parce qu'avec sa formule hydratante 24 heures, votre peau reste confortable et bien nourrie. Et pour celles et ceux qui, comme moi, ont parfois peur des soins trop agressifs, je vous rassure, Effaclar Duo Plus a une tolérance parfaite, même sur les peaux sensibles. On l'applique matin et soir et hop, on est prêt à affronter la journée avec une peau plus nette et plus saine. La Roche-Posay, c'est la marque numéro 1 recommandée par les dermatologues et ce, partout dans le monde. Et c'est disponible dans une pharmacie près de chez vous. Docteur Boin, bonjour. Bienvenue à Génération Sidechick. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc, vous êtes gastro-entérologue, professeur à l'université et chef de service au CHUM. Et on va se focaliser aujourd'hui sur le microbiote intestinal et son impact sur notre santé globale. Donc, je commence d'entrée de jeu par vous demander, c'est quoi le microbiote intestinal ? Bonjour, merci de l'invitation. Le microbiote intestinal, c'est tout simplement l'ensemble des êtres vivants qui sont dans notre tube digestif. C'est ce qu'on appelait autrefois la flore intestinale, c'est le même terme. Donc les êtres vivants, c'est pas seulement les bactéries, mais aussi les champignons et les virus. C'est ça le microbiote. D'accord. Et puis, quel type d'aliments favorise finalement la diversité et l'équilibre de ce microbiote ? Alors, c'est une grande question, ça. En fait, comme ce sont des êtres vivants, ils ont besoin d'être nourris. Et donc, comme ils sont nombreux, plus vous apportez de la nourriture variée et plus votre microbiote va être diversifié et important. Alors, les aliments variés, c'est essentiellement des aliments qui restent dans l'intestin et qui peuvent favoriser la fermentation. Donc, c'est beaucoup les fruits, les légumes, et donc tous ces produits qui vont entraîner une fermentation et donc pas les aliments qui sont facilement digérés comme le sucre ou des aliments transformés par exemple. Justement, ma question c'était, est-ce que la qualité des aliments forcément impacte aussi la santé intestinale finalement ? Comme je fais référence plutôt à les aliments bio ou locaux. Alors, les aliments locaux, non, ça ne change pas grand-chose. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'il y a dans l'alimentation. Donc, ce qui compte, ça va être les aliments beaucoup à base de fruits et de légumes, c'est-à-dire où il va y avoir des fibres alimentaires et aussi il va y avoir des probiotiques dans certains aliments qui vont favoriser la diversité de la flore intestinale.
Les aliments bio, on ne peut pas le dire vraiment, mais ça dépend ce qu'il y a dans les aliments qui sont non bio. Évidemment, s'il y a des produits toxiques dans les aliments non bio, ou même peut-être dans les aliments bio, il peut y en avoir aussi, eh bien ça peut être nuisible à la flore intestinale. Enfin, ce qui compte le plus, là, c'est des aliments non transformés, à base et diversifiés. Vous pensez qu'il y a, en même temps, c'est sûr qu'il doit y en avoir aussi, mais des pesticides justement même dans des aliments bio, alors qu'on dirait qu'en tant que consommateur lambda, peut-être qu'on se dirait que c'est pas le cas, quoi. Alors effectivement, c'est un autre sujet, mais il a été démontré que malheureusement, les aliments bio sont faits avec normalement pas de pesticides, mais il peut y avoir des pesticides par contamination. Donc ça c'est malheureux parce qu'en général les agriculteurs qui fabriquent ces aliments font tout pour qu'il n'y ait pas de pesticides. Mais si les vaches par exemple broutent de l'herbe dans des champs, ce qui est très bien, mais que les champs d'à côté sont contaminés par des pesticides, ça se peut que les pesticides aillent dans les champs bio. Alors l'agriculture peut être bio, mais malheureusement, et malheureusement pour les agriculteurs et les consommateurs, ça n'exclut pas une contamination possible. Ceci dit, l'agriculture qui n'est pas bio, elle est contaminée nécessairement. Oui, je comprends. Puis vous parliez tout à l'heure justement des fibres alimentaires. Donc je me demandais c'est quoi leur rôle finalement dans le bon fonctionnement du système digestif? Alors, il y a plusieurs rôles des fibres alimentaires. Si on veut rester sur le microbiote ou le microbiome, ça va, effectivement, les fibres ne sont pas sont pas digestibles, donc elles arrivent dans le gros intestin. Et là, elles vont être fermentées et donc métabolisées par les bactéries. Évidemment, les bactéries ont besoin de se nourrir, donc elles vont utiliser ces fibres-là, et donc ça va favoriser la prolifération du microbiote et la diversité. Mais les fibres ont d'autres rôles également. Par exemple, ça va diminuer l'absorption des glucides. Donc, quand vous prenez des sucres, eh bien, si vous prenez en plus des sucres avec des fibres, eh bien, votre indice glycémique va être moins élevé. Et donc, ça, c'est bon pour, par exemple, les gens qui ont du diabète ou même ceux qui n'ont pas de diabète. Donc, il y a le pic de la glycémie, donc du sucre dans le sang va être moins élevé, va être plus retardé. Donc, ça, c'est un deuxième rôle des fibres, donc dans l'absorption des aliments. Mais également pour le cholestérol, il y a moins de cholestérol ou de graisses qui vont être absorbées grâce aux fibres. Et puis aussi, on le sait, quand on mange plus de fibres, ça améliore par exemple la constipation et même parfois la diarrhée. Donc ça régularise le transit. Donc c'est un troisième rôle important des fibres. Et puis je me demandais par rapport aux aliments qui sont fermentés, justement comme le kéfir ou le kimchi ou le yaourt, est-ce que c'est réellement bénéfique finalement? Eh bien, ces produits qui sont fermentés avant d'être ingérés, en général, sont riches en probiotiques, donc en bactéries qui fermentent avant d'être avalés. Et donc, ces probiotiques vont aller nourrir la flore intestinale. Et donc, ça va entraîner une augmentation de la diversité de la flore. Justement, par rapport aux probiotiques, à quelle fréquence vous pensez qu'il faut en consommer pour que ce soit réellement, pour en ressentir les bienfaits? Et sur quelle période de temps? En fait, personne n'a étudié ça, à quelle fréquence. Mais en fait, il faut en consommer tous les jours. Et normalement, on en consomme tous les jours des probiotiques. Parce que dans notre alimentation, quand on mange un aliment, on ne mange pas un aliment stérile. On mange un aliment avec plein de bactéries, normalement. Alors, c'est sûr que si vous prenez certains aliments transformés, on va dire certaines junk food, il n'y a absolument aucune bactérie là-dedans, et donc là, il n'y a pas de probiotiques. Mais si vous prenez des aliments que vous cuisinez vous-même, la carotte, le chou, etc., évidemment le yogourt, les fromages, eh bien, il y a des probiotiques dedans. Donc, on peut en manger tous les jours, et au contraire, c'est la meilleure façon que votre flore digestive soit variée et en bonne santé, c'est d'en consommer tout le temps. Mais par exemple, pour les prendre en tant que complément, comme en plus des enzymes par exemple, est-ce que c'est nécessaire de consulter un spécialiste avant d'intégrer ça dans son alimentation ou on peut juste le faire comme ça? Alors, il n'y a pas de nécessité de consulter un spécialiste pour consommer des probiotiques. D'ailleurs, ils sont en vente libre. C'est bien la preuve que ce n'est pas un médicament. Ceci dit, il y a peut-être quelques petites réserves si vous êtes immunosupprimé. Donc là, peut-être pas consommer des probiotiques sans consulter. Maintenant, est-ce que c'est nécessaire de consommer des probiotiques? Eh bien, ce n'est pas nécessaire d'en consommer en supplément si vous en avez dans votre alimentation. Donc, si vous avez une bonne alimentation,
cette alimentation, c'est une bonne alimentation, j'allais dire saine, eh bien, cette alimentation apporte les probiotiques dont vous avez besoin. Ok. Et puis, je me demandais aussi par rapport à le pic ou le boom de ces régimes qui sont vraiment à la mode, comme le jeûne intermittent par exemple, ou le régime keto. C'est quoi leur impact finalement sur le microbiote? Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, oui, il y a un impact sur le microbiote. À chaque fois que vous modifiez votre alimentation, il y a un impact majeur sur le microbiote. Le microbiote, ce sont des micro-organismes qui attendent de voir ce que vous mangez, et puis ce qui n'est pas digéré, ben, c'est eux qui vont s'en occuper. Donc, vous le nourrissez tous les jours, hein. Et donc, si vous modifiez votre façon de vous alimenter, ben, vous allez modifier votre microbiote. C'est un peu comme le compost de votre jardin, hein. Si vous arrêtez de mettre des produits dedans, ben, il va mourir de sa belle mort. Alors, oui, si vous jeûnez, par exemple, ben, là, il n'y a plus de produits, il n'y a plus rien qui arrive dans l'intestin, et puis les bactéries et les organismes vont mourir, d'accord? Et puis elles vont repartir, bien sûr, dès que vous aurez donné des aliments. Le jeûne intermittent, en général, évidemment, ce n'est pas un jeûne qui est suffisamment long pour entraîner la mort des bactéries, donc elles vont simplement s'adapter, elles vont attendre le temps que vous jeûnez, le temps que les aliments reviennent. Bon. Sachant aussi que, sans parler du jeûne intermittent, mais physiologiquement, on jeûne tous les jours, hein, entre le repas du soir et le repas du matin. S'il y a à peu près 12 heures d'intervalle, eh bien, il y a une période de jeûne qui est un jeûne intermittent physiologique. Il a été inventé avant qu'on l'invente dans les journaux. Donc, quand on parle de jeûne intermittent, c'est au-delà de cette période de 12 heures. En fait, le microbiote va s'adapter, ça ne change strictement rien. Si vous faites une diète keto, ben là, vous apportez essentiellement des lipides, et donc vous allez transformer de manière importante votre flore intestinale, puisqu'il n'y a plus de glucides qui arrivent. Ok. Puis je me demandais donc, ça serait quoi les aliments ou les habitudes les plus nocives pour notre santé intestinale? Parce que je sais aussi que notre alimentation affecte directement notre immunité, notre énergie aussi, et puis finalement notre santé globale. Donc, ça, c'est tout à fait juste. Et en fait, la réponse est quand même très simple. C'est que l'alimentation qu'il ne faut pas avoir, c'est malheureusement celle qui est la plus facilement disponible, c'est l'alimentation transformée. Donc tout ce qui est junk food, c'est une très mauvaise alimentation pour le microbiote, mais également tout ce qui est produits transformés. Alors que ce soit les chips, etc., c'est des produits qui n'apportent pas grand-chose au microbiote et qui sont d'ailleurs, c'est des calories que nous allons rapidement emmagasiner, donc ça aussi, c'est pas très bon pour la santé. Donc c'est ça, donc les conseils à donner, je pense, à quelqu'un pour améliorer sa santé intestinale, ce serait justement de réduire. Enfin, c'est très simple, mais en même temps, c'est tellement les petits plaisirs coupables. Et je pense qu'on vit dans une ère où c'est tellement commercialisé, tellement disponible et tellement facile que peut-être il y a des gens qui ont ce réflexe-là d'aller vers ça directement pour se nourrir aussi, peut-être par faute de moyens des fois. Au final, c'est à se demander aujourd'hui si c'est peut-être encore rendu vraiment accessible de manger bio et de prendre soin de sa santé. Donc c'est ça peut-être qui est un peu dommage. Alors vous avez raison, c'est tout à fait raison, mais il ne s'agit pas là de diaboliser les plaisirs, les petits plaisirs, on va dire, un peu nuisibles. Quand j'ai parlé de chips, là, je ne veux pas les diaboliser. Manger des chips, ça peut être sympa. Ce qu'il faut, c'est pas que ça ne constitue pas une base de l'alimentation et puis que ça ne soit pas trop fréquent, hein. Donc une fois de temps en temps, ce n'est pas grave, ça ne change rien. Mais ce qu'il faut, c'est que globalement, votre alimentation, dans votre assiette de tous les jours, vous ayez, comme le dit très bien le guide alimentaire, au moins la moitié de l'assiette qui soit constituée de fruits et de légumes. D'accord ? Donc c'est ça. Après, évidemment, on peut se faire des petits plaisirs qui sont pas nécessairement faits pour maintenir le microbiote et qui sont là pour le plaisir. Et le plaisir, c'est un élément essentiel de l'alimentation. Et que ce plaisir soit coupable ou pas, ça ne change rien. Mais si vous voulez l'avoir, il n'y a pas de problème. Ça ne changera pas la santé de votre microbiote. Ok, parfait. Puis ma dernière question, c'était est-ce qu'il y a un lien finalement entre les déséquilibres du microbiote et certaines maladies chroniques ? Oui, alors effectivement, ça a été démontré, maintenant c'est bien établi qu'il y a beaucoup de maladies qui sont en lien avec le microbiote. Ce n'est pas nécessairement une relation de cause à effet, on ne peut pas dire que le microbiote est responsable de la maladie. Ceci dit, il y a quand même des maladies qu'on connaît qui sont liées au dysfonctionnement du microbiote.
Bon, il y en a une qui est extrêmement commune, là, qui est la carie dentaire. La carie dentaire, ça dépend de ce qu'on mange, hein, ça dépend des sucres, mais c'est les sucres qui vont entraîner une modification des bactéries, et donc ça favorise, le sucre va favoriser, via le microbiote, la carie dentaire. Alors, il y a d'autres, l'Helicobacter pylori, qui est une bactérie qui vit dans notre estomac, favorise les ulcères de l'estomac, les gastrites et les cancers de l'estomac. Et puis, dans l'intestin, dans le gros intestin, on sait que certaines maladies qui sont souvent liées au déséquilibre du microbiote, comme l'infection assez difficile, qui est liée à une bactérie qu'on a attrapée, mais qui, si on a un microbiote qui est varié et sain, ne peut pas se développer. Et c'est au profit d'un déséquilibre de ce microbiote que la bactérie va proliférer et entraîner une colite assez difficile. Justement, la question c'était, est-ce que le diabète, l'obésité, comment on peut... Je sais que ça a un lien aussi justement avec la santé du microbiote et comment on fait de nos jours pour essayer de contrer ça? C'est quoi le lien direct qu'il peut y avoir justement pour arriver à traiter ça? Alors effectivement, quand on regarde les gens qui ont du diabète, quand on regarde les gens qui ont un surpoids, ils ont souvent un microbiote qui est différent. Donc on a une relation... entre les deux, entre la maladie et le microbiote. Maintenant, qui est la poule, qui est l'œuf, c'est un peu difficile. Il y a beaucoup de facteurs qui favorisent, par exemple, le surpoids ou le diabète. Il y a énormément de facteurs. Il y a votre ethnicité, il y a votre âge, il y a votre poids, il y a votre activité physique, il y a vos gènes, effectivement. Donc, c'est un peu difficile de qui influence l'autre. En fait, probablement que c'est une influence dans les deux sens. On ne peut pas dire actuellement qu'il suffirait de traiter le microbiote pour traiter la maladie. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en modifiant le microbiote, on peut certainement améliorer la maladie, mais pour modifier le microbiote, la façon la plus simple et la plus connue, eh bien, c'est de ne pas lui nuire, et deux, de le nourrir correctement. Donc, pas lui nuire, c'est-à-dire, par exemple, tout simplement, éviter, quand c'est possible, les antibiotiques de manière superflue, car s'il y a bien une chose qui modifie profondément le microbiote, c'est les antibiotiques. Ça tue les bactéries. Alors, mais évidemment, pas les virus ou les champignons, quoique il y a certains, bien sûr, certains médicaments qui peuvent agir sur eux aussi. Donc, les antibiotiques peuvent nuire au microbiote, et donc, il faut les prendre que quand on en a vraiment besoin. D'accord. Écoutez, j'aimerais tellement continuer là-dessus, si seulement on pouvait avoir 1 heure pour en discuter. Mais merci beaucoup, Dr Bouin, pour votre expertise et d'avoir répondu à toutes nos questions. Ça fait plaisir. Le latte à la boisson à l'avoine de Starbucks associe un espresso corsé à une boisson à l'avoine chauffée à la vapeur, offrant une texture crémeuse et délicate. C'est une alternative végétale vraiment bien balancée. Disponible dans un Starbucks près de chez vous. L'alimentation, j'ai quand même une drôle de relation avec l'alimentation. Ça a été quand même long avant que je m'en rende compte. Soit j'en parlais surtout en blague ou je blâmais d'autres choses, des situations autour comme le stress et l'anxiété qui sont quand même assez présents dans ma vie pour toutes sortes de raisons. Mais ma gestion du stress est pas superbe. Puis la plupart du temps, ça se présente que je veux tout de suite gérer les choses qui me stressent, donc je skip des repas j'y pense même pas, je fais juste faire mes trucs, puis un repas est si rapidement skippé. Puis vient qu'à un moment donné, c'était tellement habituel pour moi que ce qui me rappelait qu'il fallait que je mange, c'est des espèces d'étourdissements ou de faiblesse, tu sais. Mais comme c'était pas intentionnel de moi qui se dit « je vais skipper un repas parce que, je sais pas, je veux pas prendre de poids ou toutes les autres raisons possibles », vu que c'était relié à moi qui veux juste être efficace, j'ai pas réalisé le problème que ça pouvait être à long terme. C'est comme devenu un peu une habitude. Puis même qu'il y a 3 ans, j'ai commencé à vaper, ce qui est épouvantable. Ça, je vapais surtout quand j'étais stressé. La vape coupait aussi ma faim. Puis comme j'avais pas beaucoup mangé, la nicotine, je la sentais. Là. Les étourdissements ou l'espèce de feeling de buzz que je crois que je recherchais était plus fort quand je mangeais pas.
Donc ça a été un cercle assez vicieux. Je réalisais pas non plus l'impact que ça allait avoir sur ma santé. Puis dans la dernière année, je dirais, côté santé, c'était vraiment pas top. Tout de suite, si j'avais une grippe ou peu importe ce que j'avais, en fait, les symptômes étaient exponentiels, ce que j'avais jamais vécu avant. Je me sentais un peu invincible avant. Mais là, c'est ça, ça a eu sa fin. C'est là que j'ai été quand même confronté à tout ça et que j'ai décidé de consulter et de rechercher d'où ça venait. On a rapidement réalisé que dans les sphères prioritaires dans ma vie, là, la sphère qui me représente était assez basse. Et je parle de ça parce que ça a vraiment eu un lien fort avec ma santé mentale aussi, sur tout cet amour et ce respect pour moi et mon corps était vraiment pas présente. C'était un peu de l'auto-sabotage. Quand je travaillais pas ou que j'avais pas d'amis disponibles dans le moment, qui étaient comme mes deux sphères sur lesquelles je mettais du temps et de l'amour, ben ma sphère, moi seul, était vraiment négligée, puis je me ramassais souvent déprimé dans des espèces de cycles où là, je mangeais encore moins parce que à quoi bon? Dans le sens que je faisais rien de mes journées, fait que je dois pas avoir ben faim. Bref, tout ça a fait en sorte que j'ai réalisé beaucoup de choses et que j'ai pris du temps pour moi et pris le temps de me faire des bonnes bouffes et d'apprendre même à m'en faire. Puis c'est niaiseux, pour moi, ça a été les boîtes là, qu'on commande, qui t'envoient les ingrédients. Tout est déjà bien compartimenté. Tu as juste à cuisiner. J'ai tellement appris avec ça là-dessus pendant 2-3 mois qu'après ça, ben, maintenant, c'est une toute autre histoire. Là. Je fais du temps dans mon horaire pour cuisiner, pour manger, puis ça me fait du bien, puis je réalise que c'est niaiseux, mais si je fais un bon brunch, ben, j'ai quand même une fierté d'avoir fait un bon brunch. Et ça participe à ma santé mentale et ma fierté envers moi-même et l'amour que je me donne. Allô, Kim, comment ça va? Ça va super, quelle belle journée de neige. Oui, on est en tempête de neige aujourd'hui au moment où on enregistre ça. Je suis super contente de te retrouver virtuellement, à tout de moins. Mais ça fait tellement du bien de parler avec toi. Fait que là, d'avoir ce petit rendez-vous avec toi, j'étais super contente aujourd'hui. Je sens ton énergie, alors Oui. j'ai toujours... oui, ça me fait toujours plaisir. Ça, c'est l'énergie de la tempête. Oui! Voilà. De la jeunesse, de la jeunesse. De la jeunesse aussi, en effet. Kim, j'avais envie de parler avec toi parce que la thématique de l'émission aujourd'hui, c'est l'alimentation. Puis j'ai même ajouté d'aujourd'hui parce que je trouve qu'on est rendu là mélangé dans ce qui est bon à manger, pas bon à manger. Les gens s'éloignent de la notion du plaisir. Et j'avais envie de parler avec toi de tout le côté culturel du Vietnam. Tu sais, veux pas, t'es arrivé avec ce bagage-là culturel. Je pense que tu continues aussi à en vivre, même si t'es au Québec avec nous. Fait que j'avais envie que tu parles un petit peu de comment que c'est là-bas, parce que je crois qu'on pourrait peut-être s'inspirer de vous, en effet, là. En fait, on mange encore beaucoup de Vietnamiens dans le sens où mes parents habitent vraiment juste l'autre côté du mur. On est deux Ok. semi-détachés et ma mère est une très bonne cuisinière et mon père est devenu un très bon cuisinier. Et ça fait même pas Ok. cuire un œuf qu'on est arrivé ici, mais maintenant, écoute, il fait la soupe tonkinoise, il nous reçoit tous les dimanches, même quand ma mère est pas là, il nous reçoit là à gang, là, c'est-à-dire une dizaine autour de la table, sans problème, là. Alors, il est Wow. rendu très bon. Je dois le féliciter. Et je te dirais, on mange beaucoup vietnamien, tout simplement parce que ben, mes parents vieillissent, donc ils retournent à la source un peu. Là, ils Ah. aiment beaucoup la nourriture vietnamienne et aussi parce que quand on est arrivé il y a 45 ans, il y avait très peu d'ingrédients disponibles. Ouais. Mais aujourd'hui, tout est possible. Et quand je te parle de tout est possible, là, autant de la feuille de riz, hein, qu'à Mhm. l'époque, on devait le faire maison. Oh mon Dieu, Quand ça on doit est être arrivé compliqué il y a faire une feuille de riz. 45 ans, ben oui, mais ma mère, elle a trouvé une façon là, de faire la feuille de riz à la maison. Et surtout, il n'y avait pas d'herbe. Et les Ah. Vietnamiens, on mange surtout la laitue, mais les herbes fraîches. Tu vois, on Mhm. doit mâchouiller pour donner le goût et non pas comme la culture, par exemple, la cuisine thaïlandaise où on parle d'épices. Il y a énormément d'épices, la même chose pour la cuisine indienne ou Mhm. moyenne orientale. Les Vietnamiens, c'est aromatisé à partir des herbes. Et les herbes pas du tout séchées, mais des herbes fraîches qu'on mâchouille. Tu vois, donc on Mhm. doit mâcher longtemps avant d'avaler parce que on laisse la feuille au complet. Par exemple, le rouleau printemps qu'on connaît, Mhm. on Ouais. met normalement quoi? La menthe, la coriandre, à peu près.
Ouais. Un rouleau vietnamien, c'est au moins 6 herbes différentes à Oh mon l'intérieur. Dieu! Je savais Ben pas oui, ça. il y a la basilic thaï, la ciboulette aillée, il y a, oh mon Dieu, la menthe poisson qu'on appelle, cette feuille-là est tellement belle, elle est en forme de cœur. Et donc pour la Saint-Valentin, tout ce Oui. qui va décorer, là, c'est vraiment une belle herbe, mais c'est une herbe pas aimée par tout le monde. Les gens OK. du nord du Vietnam trouvent que ça goûte le poisson en arrière-goût, Hmm. et pour les Vietnamiens du Sud, ça goûte plutôt le citron. Qui a Ah, OK. raison? On le sait Aucune pas. idée! Ça va être moi, je vais aller l'essayer. Oui, mais le mélange de toutes ces herbes-là ensemble donne un cocktail Hmm. extraordinaire. Donc, tu vois, presque tous les repas vietnamiens, t'as un bol complet. Ben là, je dis bol, mais au Vietnam, c'était peut-être plus en panier, parce qu'on OK. lave tout ça, et donc on laisse l'eau couler, puis ce sont des paniers en osier. Ben, pas osier, là, mais un genre de... donc, l'eau continue à s'évaporer et à s'égoutter, puis tu as toute cette montagne d'herbes à côté, que ce soit avec les Hmm. vermicelles, que ce soit avec une soupe propre, que ce soit, oui, n'importe quoi, c'est toujours avec ce panier. La viande barbecue, ça vient avec un panier. Et chaque Ah ouais. région va avoir ses herbes spécialisées de la région. OK. Mais c'est un pays tropical, donc c'est disponible partout, partout, partout. Ben oui. Puis ça, dans le fond, tu sais, est-ce que tu dirais en fait que la cuisine vietnamienne puis les gens surtout natifs de là-bas vont avoir tendance à prendre justement, comme tu le dis, ce qui est à proximité de leur maison. Ils vont pas se faire venir des trucs de d'autres pays, là. Non, parce qu'à l'époque, il faut aussi retourner en arrière. Le pays était colonisé par la France pendant 100 ans, Mhm. avant d'être en guerre pendant un autre 20 ans. Donc, c'était compliqué, si tu veux. Pendant la colonisation, on a reçu beaucoup d'ingrédients de la France. Et Mm. donc, la cuisine vietnamienne est teintée des ingrédients de la France. Il y a OK. beaucoup, par exemple, le beurre Mhm. existe dans la culture vietnamienne à cause de la France ou grâce à la France. On le dit comme on veut, mais disons, en raison de la présence de la France. Donc, le beurre est beaucoup moins présent en Chine, par exemple. Ou sinon, en Chine, c'est identifié vraiment comme un truc français, alors que nous, dans les banh mi, il y a une couche de Mhm. beurre. Parce que ça vient du sandwich, comment on dit ça? Un jambon beurre, tu vois, Oui. de la France. Et nous, on trouve que c'est trop fade. Donc, on ajoute la sauce de soya, on ajoute une viande vietnamienne avec la quen parce qu'on aime la texture, tu sais, il faut Mhm. travailler. Et là, ça prend de la fraîcheur. Donc, il faut ajouter des concombres, la coriandre, le daikon, un peu de carottes râpées, tu sais, du piment. Donc, ça devient ce gros banh mi qui fusionne, en fait, les deux cultures, la culture vietnamienne et la culture française. Mhm. Mais majoritairement, vous êtes quand même toujours dans des produits qui sont extrêmement frais. Tu sais, Oui. C'est pas des petits pots surgelés là, que vous allez faire réchauffer à l'heure du souper, là. À l'époque, surtout, aujourd'hui, est-ce qu'on est tombé là-dedans? Pas encore, parce que la nourriture est tellement disponible, tu sais, tu sors Mm. dehors, puis il y a toujours des kiosques, encore aujourd'hui, qui vendent, par exemple, chaque resto a une spécialité, très souvent. Si c'est la soupe tonkinoise, ils font juste la soupe tonkinoise. L'autre, c'est des petits morceaux de pâte sautée, c'est juste ça. Tu sais, le resto où Barack Obama est allé avec Anthony Bourdain, Mhm. ben, c'est de la viande barbecue, genre, je Ouais. pense. C'est ça, ou du poisson, je me souviens plus. Mais eux, ils ne vendent que ça. Donc, quand tu as envie de manger, tu as juste à sortir dehors, puis ça coûte rien. Donc, les gens sont Ouais. encore dans les habitudes, si tu veux, de sortir et manger là, sur la rue. Et c'est difficile de manger en conserve quand tu as besoin de ces herbes fraîches. Mhm. Tellement là, que ma mère, tu sais, elle a commencé à en faire pousser dans des petits pots. Là, quand on a déménagé dans une maison avec un plus grand terrain, c'est sur le terrain. Puis là, Ouais. elle a découvert des lampes. Pour Et donc, chauffer. même pendant l'hiver, en ce moment, dans son sous-sol, tu as toutes les herbes possibles et imaginables. Donc, pour Imagine toutes les... une arrestation, tu sais, jadis, on voyait à la télé les gens qui faisaient pousser du pot, mais ta mère, c'est des herbes Oui, fraîches dans son oui. sol. C'est grâce à ces systèmes-là, justement, pour le pot.
J'adore ça. Oui, pour ces herbes, c'est hyper efficace, tu vois. Les herbes, ça pousse encore plus facilement que le pot, je suppose. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Mais donc, elle a tout un système pour faire pousser les herbes. Donc, on a au moins, je te dirais, mon Dieu, au bas mot, c'est 7 sortes Quand d'herbes même. qu'on a juste à aller cueillir comme ça avant chaque repas. Mais je trouve Et ça on en fait un beau. panier. Oui, je trouve ça beau que ça fasse vraiment partie de votre culture, justement, de travailler pour ce que vous allez avoir à manger sur la table. Je présume que ça fait en sorte aussi que vous appréciez davantage toutes les saveurs. Tu parlais tantôt de prendre le temps, de mastiquer. Ça fait partie aussi des choses que j'ai vues dans mes recherches. Vous êtes un peuple extrêmement en santé. Vous n'avez pas beaucoup de problèmes digestifs comparativement à moi. Je sais pas ça. Là, je te le dis. La recherche, c'est ça? La recherche dit qu'Cathy Marquis est sur le top des problèmes digestifs, mais non, c'est pas super. J'en fais des blagues, mais c'est juste que souvent, je mange très rapidement. Fait qu'après ça, mon système, il y a de la difficulté à le prendre. Il faut que je me pose. On est habitué de pas prendre notre temps en mangeant. Mais tu sais, un des trucs pour ralentir, c'est de manger avec des baguettes. Parce que t'as pas le choix. Avec les baguettes, tu peux juste prendre un morceau à la fois. Donc, tu es obligé d'être très conscient de ce que tu es en train de prendre, n'est-ce pas? Est-ce que tu es en train de prendre un morceau de concombre? Est-ce que tu es en train de prendre un morceau de poisson ou un morceau de riz, une bouchée de riz? Tu es obligé de savoir. Alors qu'une fourchette, tu peux écouter la télé puis manger en même temps. La baguette, tu peux pas vraiment, il faut que tu regardes un petit peu pendant au moins une petite demi-seconde là, ce que tu prends avec tes baguettes. Là, tu peux pas juste piquer. Donc déjà, ça te ralentit. Un bon truc. Et comme on le sait, hein, c'est bon de ralentir un petit peu des fois, de prendre conscience. Et aussi, dans les habitudes vietnamiennes, c'est que tous les plats sont présentés au milieu de la table. Et chacun, on va aller chercher un petit morceau de quelque chose qui nous plaît pour cette bouchée-là. Donc, la première bouchée, si tu as envie d'un légume, tu vas chercher un légume. La deuxième bouchée, c'est un morceau de porc caramélisé, ben tu y vas. Et donc, quand tu as autant de... quand les plats sont à être partagés, ben il faut avoir du monde autour. Tu vois, c'est pas une assiette. Tu peux pas juste prendre ça, t'asseoir devant la télé. Donc, traditionnellement, tu es obligé de t'asseoir manger avec d'autres. Et si tu manges avec d'autres, c'est long. C'est toujours plus long parce que tu parles bla, bla, bla. Mais c'est beau. Bon pour c'est bon pour le système de digestion, je te dirais. C'est bon pour la santé mentale. Ben oui, c'est ça, tu sais, le plaisir de partager, d'avoir un moment. C'est pas juste partager l'assiette, mais de partager un moment en famille. Puis vous le faites encore comme ça à la maison? Tous les dimanches. Les dimanches. Peut-être quelques exceptions par année, là. Je te dirais mon frère, son chum, son vieux chum de 20 ans. Donc, pour moi, c'est aussi mon frère. Ça fait trop longtemps. Mon fils, sa blonde, le père de mes enfants, des fois avec sa nouvelle blonde et la fille de sa blonde. Moi, mon chum à moi, mes parents, ma tante, peut-être mon autre tante aussi. En tout cas, ça, c'est tous les dimanches. Wow! Tous les dimanches. Valmont, mon fils autiste, lui, on est bien trop bruyant pour lui. Alors, il reste de ce côté-ci de la maison, mais tu sais, on a de la bouffe qui voyage là d'un côté de la maison pour lui, de l'autre côté, pour le protéger un petit peu de nos bavardages bien trop bruyants, vraiment actifs, là. Alors, oui, on réussit à faire ça presque à tous les dimanches. C'est beau ça. Le partage fait vraiment intégralement partie de votre culture. Puis là, on parle de table, mais tu m'as raconté une petite anecdote dans notre pré-entrevue par rapport au fast-food, parce que même si les gens vont à la commande à l'auto, ils finissent tout le temps par partager quand même de ce que tu m'expliquais. Ah, c'est très drôle parce que en fait, on parlait de fast-food au Vietnam et ils ont finalement maintenant aussi des McDo avec le service au volant. Mais la plupart des Vietnamiens voyagent en bicyclette ou en scooter ou en moto. Et donc, ça fonctionne plus, le système de service à l'auto. Oui, donc, même si tu manges dans ton véhicule, ton véhicule, c'est une moto. Donc, tu t'assois à côté de l'autre quand même, tu le vois, puis tu vois, puis là, tu vois d'autres motos arrêtées
en train de manger aussi avec toi. Donc, même si on est au service à l'auto ou à la moto, on est encore ensemble, on se voit en train de manger. Donc, on entend la conversation de la personne à côté, on entend tout ce qui se passe autour. Et je pense que ça change un peu que du fait de manger tout seul dans ton auto en conduisant, tu vois. C'est plus difficile de manger à la fois la frite, de prendre, je sais pas, une boisson avec le Big Mac en moto. C'est plus difficile. Il faut être, je sais pas, un artiste de cirque. Oui. Manger avec le pied qui arrive par en arrière. C'est ça, quelque chose de même. Ou sinon, que quelqu'un derrière toi, tu sais, tient le hamburger pour toi. Ouais. Mon Dieu, on imagine plein d'affaires. Ça peut devenir romantique. Absolument. Tu as été propriétaire de restaurant, justement, dans ton, je vais pas dire dans ton ancienne vie, là, ça fait pas si longtemps, mais Tout quand à même. fait. Oh, mais oui, quand j'étais jeune. Ouais, À quand t'étais 30 ans. plus jeune. Oui, voilà. Est-ce que tu trouvais ça, justement, important, tu sais, de peut-être ramener un peu de cette culture-là, puis de la partager aux gens? Tu sais, c'est quoi le plus gros clash, justement, que t'es fait comme, on dirait qu'il faudrait que j'amène un peu du Vietnam au Québec? Je te dirais, les tables qu'on avait, c'était des tables communales, des très longues tables, parce qu'on avait des planches des planches du Vietnam qu'on a trouvé, des planches qui pesaient 50 kilos, là, ça faisait partie des lits de jour qu'on appelle, et donc c'était très très long. Et donc on a décidé de ne pas couper ces planches-là qui étaient trop belles pour être coupées. Là, on a introduit cette idée de table communale, que tout le monde vienne puis s'assoit à côté de quelqu'un qu'on connaît pas. Ceci dit, c'est pas très différent. Quand tu vas en France, les tables sont collées une à côté de l'autre. On entend quand même toutes les bitcheries de la voisine. N'est-ce pas? Donc, il y avait beaucoup de patinage. Et ce qui était beau, c'est que à force de devoir s'asseoir à côté de gens que tu connais pas, ben ça devient une communauté. En tout cas, je crois qu'on a créé une communauté. Tout le monde a fini par connaître tout le monde et se salue et se déplace même pour faire de la place. Des fois, je sais pas, sont 2, puis l'autre 4, puis là, il reste juste un 2 entre les deux, puis là, bon, ils bougent pour que l'autre. C'est extraordinaire. Tout le monde s'arrangeait pour que ça fonctionne. Donc, je crois qu'on a imposé une méthode à la vietnamienne. Ceci dit, chaque assiette était quand même, on le faisait à l'occidental, que chacun avait quand même sa propre assiette. Mais, tu vois, pour moi, c'était important de partager les herbes. Donc, nos rouleaux contenaient 6 herbes différentes. Puis il y en a qui aimaient pas l'herbe en cœur. Poisson, là, la menthe poisson, là, oui, c'est ça. Puis ils nous disaient, mais ça goûte quelque chose d'étrange, tu sais. Puis là, je donnais la feuille toute seule, puis il y avait juste à sentir, il dit, c'est ça, c'est ça. Je dis, OK, ben on va enlever la feuille tout simplement, mais c'est ce que vous avez goûté. Mais au moins, ils ont été exposés, si tu veux, à cette herbe-là. Et donc, oui, on essayait le plus possible de préparer les plats avec les vrais goûts vietnamiens. Et même parfois, tu sais, j'ai même osé faire un dessert au tofu. Oui, à l'époque. Alors que dans le temps, c'était pas populaire du tout, hein? Mais non, en 2002, je te jure que les gens étaient comme, quoi? Surtout les gars. Tu sais, comme un dessert au tofu. Non, on le prendra pas. Puis ça fait partie du repas, tu sais, c'est le midi. Ils sont comme, non. Alors, j'ai changé de nom. J'ai dit velouté de soya. Et là, tout le monde en a mangé. Des gars, ils savaient plus c'était quoi. Donc, ils sont J'adore ça. J'adore ça. Et c'est exactement comme ça que j'ai fait goûter à mon père le tofu la première fois. J'ai arrêté de dire c'était quoi, puis il l'a mangé, puis il était comme, c'est vraiment bon. Puis je suis comme, ben c'est ça. C'est un bon truc. Chili au tofu, mais ils ont aucune idée. Là. Exact. Exact. Un grand merci pour ça. Je pense que même pour moi, tu sais, j'ai pas de difficulté à prendre plaisir à manger, mais je trouve ça des fois complexe. Surtout aujourd'hui, tu sais, on essaie d'avoir le coût de la vie, faire en sorte qu'on regarde davantage ce qu'on doit manger, mais tu sais, de retourner à l'essence, au naturel, au partage, puis à se rappeler que manger, c'est oui un besoin vital, mais ça peut être aussi un plaisir. Donc, je le ressens quand
j'en parle avec toi. Puis j'ai encore plus envie et hâte parce que je vais y aller, c'est sûr, mais d'aller au Vietnam, ça fait partie c'est au top de ma liste. Si t'aimes manger, t'aimes goûter, je te dirais que le Vietnam est une destination de choix. Si jamais vous avez une place de plus à votre table dans un des dimanches à suivre dans l'année, je suis vraiment partante. T'es bienvenue. Il y a toujours de la place. J'adorerais ça. Ben oui, parce que tous les plats sont au milieu. Donc, s'il y a une personne de plus, ben on prend peut-être un morceau de viande de moins pour que l'invité puisse aussi en manger. Alors, oui, tout le monde peut venir. On est à Longueuil. Viens-t'en. Parfait. tu me texteras parce que moi, je te dis, je prends pas ça. C'est mon rêve d'aller m'asseoir avec des nouvelles personnes, de m'intégrer dans la maison. J'adore ça. Puis je suis comme, si tu me dis oui, tu me textes, puis je vais débarquer à Longueuil, c'est sûr. OK. Quand tu veux. Un gros merci. Puis je vais aller m'occuper du pot de ta mère dans le sous-sol, là. Oh mon Dieu, qu'elle adorerait ça. Elle va passer 3 heures à t'expliquer que telle herbe a tel effet sur ton corps, puis tout ce que tu veux. Le rêve. Merci, Kim. Ciao. Bye. Hello, bonjour. On est ensemble tantôt, on fera pas semblant qu'on s'est pas vu, là. Comment tu te sens, Jonathan, d'être avec nous? Je me sens très bien. Dans notre salon. Bien entouré. C'est pas trop intimidant? Non, ça va. Parfait. Ça devrait être. Parce que tu es vraiment notre expert aujourd'hui du sujet, parce qu'on parle d'alimentation, la cuisine, le plaisir de recevoir. Puis là, c'est vraiment dans l'air de la convivialité que j'ai envie de vous amener. Les filles, Jonathan, je le sais, là, mais vous, la nourriture, elle prend quelle place dans votre vie? Une place très importante, non, mais en même temps. Moi, c'est central. Pour vrai? J'assume totalement. Oui, mais je trouve que c'est un des plus grands plaisirs de la vie, Ben manger. oui. En tout cas, moi, c'est clairement dans mes top activités favorites. Je me définis vraiment comme une foodie. J'aime ça recevoir aussi, mais j'aime ça aller au resto, découvrir des nouveaux plats, des nouveaux aliments. Donc, moi, c'est... Évidemment, c'est vraiment dans le plaisir. C'est un besoin, mais moi, c'est un plaisir. Puis je comprends pas les gens pour qui c'est pas un plaisir. Puis c'est correct, là, on est tous différents, mais moi, c'est ça. J'aime tellement ça. Pour en jaser des heures. Puis toi aussi, non? Vivre pour manger, oui. Exact. Définitivement. Exact. J'adore! Oui. Pas manger pour vivre, non, vivre pour manger. Mais définitivement très gourmande. J'aimerais cuisiner plus, par contre, mais je cuisine pas assez à mon goût. Mais quand je cuisine, je prends plaisir, même si c'est un peu comme... J'utilise trop d'ustensiles, plus trop de vaisselle, mais je vais m'améliorer là-dessus, je pense. C'est comme moi, je suis tellement lente en cuisine, justement parce que j'ai pas les techniques ou je cuisine pas non plus dans une fréquence assez grande potentiellement là, pour améliorer ma productivité. Par contre, la cuisine, c'est la seule chose dans laquelle je peux m'évader. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a aucune autre activité où je pense pas au travail, où je pense pas à rien d'autre, en fait, que je décroche totalement, c'est la cuisine. Tu médites. Mais c'est deux trucs intéressants que tu dis, parce que la première chose, c'est dans tous les moments de notre vie, dans tous les secteurs de notre vie, dans tout, que ce soit notre travail, le sport, etc., on va se chercher des coachs, on va se chercher des formations, on va se chercher des... Mais dans la cuisine, on considère que, oh, regarde, je cuisine comme je cuisine. Puis... Alors que d'apprendre à bien manier le couteau, d'avoir les bases, d'avoir des petits éléments qui vont te faciliter la vie, ça t'amène tout de suite beaucoup plus haut. Et c'est quelque chose que tu vas faire toute ta vie. Donc, moi, je recommande évidemment à tout le monde d'essayer d'améliorer ses compétences en cuisine. Des formations à la guilde. Mais ça, c'est un des gros points, je pense. Et après, oui, le fait d'être capable de décrocher, il y a très peu d'activités dans notre vie qui nous demandent une certaine concentration, qui nous amène à ne plus penser à quoi que ce soit d'autre. Tu as des problèmes, mais tu es concentré sur ton plat. Alors, il y a des gens qui suivent la recette, il y a des gens qui suivent leurs inspirations, mais au final, on est concentré dans ce qu'on fait. C'est un moment quand même relativement court. Et ça nous demande notre implication. Donc, oui, ça nous permet de décrocher. C'est une bonne manière, d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui, au départ, pensaient que c'était une corvée, qui ont développé quelques compétences et qui, maintenant, trouvent que c'est un échappatoire, un plaisir, des moments, on va dire, où ils arrivent à... J'avoue, savoir manier le couteau, ça serait une bonne étape. Mais jusqu'à un certain point, moi, je trouve que la cuisine, c'est un art. Justement, quand je vais au restaurant puis que je vois des plats qui sont magnifiques puis où les saveurs ont été tellement réfléchies, pour moi, ça m'émeut autant que pour quelqu'un pourrait être ému devant justement une toile ou un film. Mais moi, c'est vraiment la bouffe, je trouve ça remarquable. Je trouve ça le fun, puis j'aimerais ça m'inspirer. Fan et passionné. Parce que je trouve ça vraiment beau, puis c'est le fun. Moi aussi, j'ai beaucoup de plaisir à manger, mais sur une base régulière, dans le quotidien, je trouve ça extrêmement épuisant.
sachant que j'ai des horaires variés, j'ai pas toujours... des fois, je me dis, ce soir, je mange à la maison, puis là, finalement, j'ai pas le temps. Fait que, l'excuse aussi, Uber Eats, là, ça arrive vite, là. Fait que je suis comme, un petit Uber Eats. Fait que j'apprends jamais à changer ou à améliorer, à tout le moins, mes compétences, justement. Mais dans un quotidien effréné, qu'est-ce que vous faites? Parce que, c'est un peu ça, là, la raison pourquoi on parle d'alimentation. J'ai envie qu'on ramène tout ça au plaisir aussi, là, parce que c'est tellement rendu anxiogène de manger, là. On regarde plein d'affaires sur les réseaux sociaux, puis on est comme, bon... C'est rendu qu'il ne faut plus manger des lectines, il ne faut plus manger ci, il ne faut pas manger ça. Puis on ne sait plus où aller, honnêtement, c'est complètement... c'est fou. Mais vous allez où dans votre quotidien par rapport à ça pour échapper à... Ou ne pas... Vous faites juste pas... Vous faites abstraction de la chose, genre... Catherine, elle me regarde, elle a dit, moi, je pense pas à ça. Un petit peu Moi, je gère une ville. Mais pour vrai, je fais quand même attention. Je te cacherai pas, là. Effectivement, j'ai un rythme de vie effréné. Ben oui. Je suis souvent au restaurant, trop que... C'est sûr que les experts le diraient probablement que je dois manger... potentiellement trop salé parce qu'au restaurant, je ne contrôle pas. En même temps, j'essaie quand même de faire des choix qui sont équilibrés. Là, aussi, je veux quand même faire attention malgré le fait que je sois toujours au resto. Là, je ne prends pas des frites à chaque repas où je vais justement où je mange à l'extérieur. Par contre, je sais qu'il y a quand même une mode pour les boîtes aussi d'aliments à préparer. Je pense que pour certaines personnes, ça peut être une bonne façon qui les guide. Moi, je trouvais ça un peu long à faire, puis je n'étais pas nécessairement 100% satisfaite de la qualité des aliments. Maintenant, j'achète, je prévois, je suis avec un traiteur qui fait en fait des mets maison pré-cuisinés. Je commande comme pour la semaine. Quelques repas que je sais, j'essaie d'anticiper, OK, je vais être là, par exemple, 2 soupers, peut-être 2 lunchs. J'essaie de prévoir, mais c'est sûr, en même temps, je suis privilégiée, il y a quand même un coût à ça. Moi, je peux le faire, mais je me dis, c'est vraiment pas accessible à tout le monde non plus. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir des options qui soient plus facilement accessibles? Souvent, l'alimentation saine pour les populations défavorisées, justement, sur le plan économique, ça va être encore plus difficile. Moi, je le vois comme mairesse dans certains quartiers où il y a vraiment des poches de pauvreté qui sont importantes. Les organismes communautaires doivent prendre une place plus grande. Il y a des cuisines collectives, mais il faut les appuyer, ces organismes-là, pour que les enfants aussi puissent développer des compétences, puissent goûter à des aliments, des fruits, des légumes auxquels ils n'ont pas nécessairement accès parce que malheureusement, la malbouffe est trop présente en général, mais est encore plus présente chez des gens plus vulnérables. Mais tu vois, ce volet-là, il y a 2 choses. Pour moi, la diversité, la variété. Alors, on a une variété de solutions, des boîtes, des plats préparés, commandés, préparés soi-même, cuisinés. Je pense déjà c'est un bon truc parce que d'avoir une espèce d'équilibre dans tout ce que tu as une vie active, tu vas trouver des solutions, mais d'avoir une espèce de variété, c'est une chose. Ton équilibre mental est important aussi, c'est pas juste de bien manger. Si tu veux absolument bien manger puis que tu n'as pas de plaisir à manger, que ça te demande un stress fou parce que il faut que tu trouves des aliments particuliers, tu n'es pas dans la bonne voie à mon avis. Mais à côté de ça, de développer des compétences culinaires, de comprendre ce qu'on mange, de pourquoi c'est intéressant de le manger, de pourquoi manger une orange, c'est mieux que boire un verre de jus d'orange. Tout ça, cette culture, on va dire, autour de l'alimentation est hyper importante, encore plus pour on va dire, les familles défavorisées, parce que s'ils le comprennent, ils peuvent faire des choix un petit peu plus judicieux. Puis on n'a pas besoin de faire des choix judicieux tout le temps. On a besoin de faire des choix judicieux régulièrement. C'est pas tout le temps. Tu sais, ce que je veux dire, c'est que d'avoir de la malbouffe, puis d'avoir un plat préparé parce qu'on a préféré aller au hockey avec les enfants, puis qu'en rentrant, on le fait réchauffer, puis ça passe, puis on se sent, puis vous avez une belle bien. soirée. Exactement, mentalement, le stress redescend. Tu sais, la charge mentale, l'espèce de... Il faut absolument qu'on mange bien. C'est pas ça qu'il faut. Je pense que... Mais à côté de ça, évidemment, je pense qu'on entend, et puis tes spécialistes vont en parler, mais on entend des centaines de choses sur l'alimentation qui ne s'appliquent pas toujours. Non, mais qui ne s'appliquent pas tout le temps à nous, puis qui ne sont pas des vérités, qui sont une vérité, qui sont une vérité dans un moment particulier, qui sont une vérité. Tu sais, il y a toute cette compréhension-là. La seule chose qu'on sait, c'est que la majorité des populations méditerranéennes vivent plus longtemps et mieux. Ça veut dire que le régime alimentaire méditerranéen est intéressant. Donc, non mais j'ai tout le bassin, et si tu regardes, tout le bassin méditerranéen mange pas mal la même chose. Et quand tu commences à regarder, tu vas réaliser que tous les plats sont... Alors, fraîcheur des ingrédients, premier truc.
le moins de transformation possible. Tu sais, je veux dire, une tomate mozza, elle est bonne parce que la tomate est fraîche, la mozza est fraîche. Tu sais. Mais pourquoi je dis, puis je t'ai vu cliquer, mais tout le bassin méditerranéen mange et boit presque la même chose. Alors, c'est un exemple, mais ils boivent la même chose. Si tu regardes, tu trouves de l'absinthe, du ricard, de l'arak, de l'ouzo. Ils boivent le même alcool sur pas mal tout un pan de la Méditerranée. Feuilleté à la libanaise avec des épinards, tu vas le retrouver dans les spanakopita chez les Grecs, tu vas le retrouver. Ouais. C'est la même variante. On change la pâte, on change le petit flan portugais, donc la petite tartelette portugaise, tu vas la retrouver sous forme de flan en France, tu vas la retrouver en Italie. Mais est-ce que tu donnes cet exemple-là parce que pour toi, ce serait un peu une solution, justement? Est-ce que tu trouves qu'avec toutes les possibilités, parce que autant que les possibilités de faire du take-out, ça peut être positif, mais le fait d'avoir accès à autant de possibilités, c'est peut-être ça qui fait en sorte qu'on est... Ça, c'est une bonne chose d'avoir de la variété, puis d'avoir accès. Le multiculturalisme est... On s'entend qu'on est très chanceux de vivre à Montréal, au Québec au départ, mais à Montréal, ce multiculturalisme-là est hallucinant en termes d'approche, puis de découverte d'ingrédients, etc. On a une nourriture très cosmopolite. Très cosmopolite, puis c'est super parce qu'on mange des choses qu'on n'aurait jamais dû manger normalement, puis on a accès à des produits aujourd'hui. Est-ce que c'est la question justement de la fraîcheur des aliments qui joue là-dedans aussi? Ça, avec le régime méditerranéen, je trouve que c'est beaucoup aussi de fruits et de légumes de saison. À l'ultra-transformation nord-américaine. Ouais. Là, je te dirais que la seule vraie solution par rapport aux produits frais, aujourd'hui, moi, est-ce que je prends un haricot qui vient d'ailleurs, qui a voyagé, ou est-ce que je prends un haricot vert congelé, surgelé? Aujourd'hui, on a accès à des produits surgelés qui sont, selon les études, au niveau vitamines, nutriments, etc., beaucoup plus intéressant que les produits frais qu'on a. Et je tiens à faire un aparté, moins dispendieux souvent. Puis on a accès à du biologique moins dispendieux, on les perd pas. Fait que ça peut être peut-être aussi une solution. Ouais. Des légumes locaux de saison congelés ou même... De l'éco, alors, locaux congelés, ça serait super intéressant. Ça serait mieux surgelé. Donc, la surgélation a été la différence entre surgélation... C'est quoi la différence? Surgélation, congélation. Congélation, c'est ce que tu fais à la maison. Tu mets ça dans le congélo. La fibre, en gros, le cristal, la molécule d'eau va se cristalliser très tranquillement en congélation. Donc, elle déchire, elle se crée tranquillement, elle déchire toute la fibre. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a moins de nutriments dans ce qui est congelé. Pas forcément moins de nutriments, mais quand tu vas le faire cuire, il va lâcher de l'eau, il va devenir pâteux et mou. Quand tu prends un haricot qui a été surgelé, la surgélation, c'est très rapide. À la sortie du champ, ils l'ont surgelé, donc il est super frais. Quand il décongèle, il reste un petit peu craquant. Donc, ton résultat est plus intéressant parce qu'évidemment, on mange avec les yeux, on mange avec la texture que ça a. On ne veut pas que ça fasse CHSLD à chaque fois qu'on mange. Là, Donc, la plupart des aliments en épicerie, ils sont surgelés et non pas congelés. Oui, ils le sont tous. Tout ce que tu trouves normalement, c'est de la surgélation. C'est pour ça que le résultat est intéressant. À la maison, tout ce que tu vas congeler, tu vas le transformer en purée, en gratin. Parce qu'on essaie justement de le faire des fois avec des fruits ou des légumes de saison. C'est très bien. Quand c'est la saison des fraises, achète-en des fraises. Si tu as de la capacité de stockage à la maison, ça va te faire des bons smoothies, ça va te faire des crumbles, ça va te faire des petits coulis. Ça va beaucoup plus intéressant que d'acheter de la fraise du Mexique au mois de janvier et beaucoup plus économique. Par contre, il faut avoir la place de stockage. C'est comme tout. Mais de revenir un peu à ce qu'on connaissait avant. Avant, on mangeait les légumes et les fruits des saisons, avant qu'on ait accès à autant de transports et autres. Fait que, de revenir un petit peu à ça. Il y avait quand même beaucoup de saisons, pour apporter un bémol à ce que tu dis, où il n'y avait pas vraiment Absolument. de fruits et C'est pour ça qu'un légumes. Ma mère me rappelle, écoute, l'hiver, on mangeait pas, on mangeait rien, justement parce que... Il n'y avait pas accès à des congélateurs comme on a aujourd'hui, avec l'énergie et tout ça. Puis elle dit, jamais dans ma vie, je pense qu'elle m'a raconté qu'elle avait 12 ans. Ma mère n'est pas si vieille que ça. Elle, début soixantaine, elle dit qu'elle a goûté un ananas, elle avait 12 ou 13 ans, puis même peut-être plus tard dans sa vie. Pour réaliser que ça n'avait pas si longtemps au Québec. Non. Puis au Canada, de façon générale, qu'on a accès à des produits comme ça. On a une grande chance d'avoir cette diversité-là. Maintenant, il faut la travailler intelligemment avec son budget, avec ses envies et ses besoins. Tu sais, comme je vous disais tout à l'heure, l'idée du simple jus d'orange, entre l'orange qu'on va manger, même manger 2 oranges d'affilée, tu vas dire, OK, j'ai quand même pas mal mangé, là, tu sais, mais te prendre un grand verre de jus d'orange, c'est pas du tout la même chose. Et pourtant, on dit, mais c'est du vrai jus d'orange, pas fait de concentré. Oui,
mais tu n'as pas de fibres, ton taux de sucre, tu sais, il y a énormément de choses qui font varier. Donc, cette culture culinaire est super importante si on veut avoir une génération qui va se débrouiller par la suite. Tu sais, il y a eu une fracture à un moment donné, on n'a pas transmis la culture culinaire, on a perdu un petit peu, là on revient, on a de l'intérêt. Tu sais, tous les jeunes aujourd'hui aiment manger au restaurant, aiment avoir du plaisir, aiment maintenant, ah, OK, Il y j'aime a eu, recevoir, mais il faut juste avoir la bonne recette. Tu sais, des fois, ouais. pour mettre le Il y pied a eu une dedans. hausse importante des inscriptions aussi dans les écoles de cuisine, par exemple. Ouais. Moi, je le vois à Longueuil dans les Ah ouais? écoles professionnelles. Oui, il y a une augmentation, mais depuis quelques années, depuis la Mhm. prolifération aussi des Des émissions émissions de cuisine, de ouais. cuisine, C'est cool, des ça. chefs, etc. Oui, ça devient même un métier très contingenté, mais pourtant avec aussi des conditions de travail difficiles. Je pense qu'il Parfois, faut, ouais. il faut Ouais. il faut se le Mhm. dire. Ouais. Fait que de s'éduquer, est-ce que ça fait partie, ou tu sais, peut-être que tu vas me dire, Cathy, il y a toujours la guilt, mais tu sais, est-ce que vous avez, genre, justement grandi, on vous a éduqué par rapport à ça? Comment se nourrir? J'ai acheté un livre à une de mes nièces pour le dernier temps des fêtes, puis c'était le livre de Marie-Lou 3 fois par jour, Mes mes premières premières recettes. recettes. Puis je trouvais ça tellement, tu sais, c'était tellement basique, mais j'ai jamais eu ma mère qui me disait, voici une louche, ça sert à ça. Voici, tu sais, il y avait comme tous T'en les avais pas dessins. eu, ce petit livre de recettes quand t'étais Absolument pas. jeune? Mais Moi, ma mère, je tu sais, on avait une réalité familiale, OK. elle était overwhelmed de 4 Ouais. filles. Là. Non, Fait que je je pense qu'elle a comprends. juste fait comme... C'est parce que je me rappelle, j'en avais, je pense, loué déjà à la bibliothèque, j'avais un intérêt, Ah mais moi, ouais? je suis chanceuse quand même, là, je viens d'une famille où la cuisine, tu sais, la pomme va- tombe pas loin de Ouais. l'arbre, là, mais où la cuisine est très présente. Puis en fait, ma mère est une excellente cuisinière, puis elle a eu ça en héritage de sa propre Ah, mère. c'est cool. Bon, ça s'est pas perpétué à moi, je me qualifie pas au niveau de ma mère ou de ma grand-mère, mais j'ai 2 frères, puis un de mes frères est très Cuisine beaucoup. intéressé par la cuisine beaucoup, a des très bonnes techniques. Moi, j'aime ça, mais je pense que je me suis pas assez T'as le temps dédiée. encore, là? Peut-être, Hein? peut-être un jour, je m'y mettrai plus sérieusement, mais chaque fois que je le fais, je l'apprécie. Voilà. Ramener ça au plaisir. Moi, alors là, pas du tout. Moi, en fait, je remarque à quel point vous êtes plus expert que moi en alimentation depuis tout à l'heure. Mais pour vrai, mon enfance aussi était similaire à la tienne. Ma mère, enfin, on était 3 filles, donc j'en ai mangé des pâtes au beurre aussi, des fois. Mais c'est ça bon, une arrive. pâte au beurre à moi l'ail avec aussi, du j'en ai sel. mangé. Ouais, mais ma mère aussi cuisine beaucoup. Elle cuisine très, très bien. Et puis là, ça m'inspire de plus en plus de la voir cuisiner, justement. Et je la vois tout le temps prendre en note ses propres recettes ou comme des fois, elle développe ses propres trucs. Et j'aimerais avoir accès un jour, Ben oui, tu vas hériter de avoir ce gros en carnet héritage, ouais. un jour de Ouais. ses recettes. C'est important, la transmission Oui. des Complètement. recettes. Lorsque ma grand-mère était très, très âgée, la mère de ma mère, elle vivait à la maison, puis on a pris le temps là, d'écrire certaines de ses recettes les plus classiques, ketchup aux fruits, des choses comme ça. Puis tant mieux, parce que, je veux dire, c'est même une richesse culturelle, une richesse familiale. C'est du patrimoine. Puis, mais c'est ce qu'on disait, Absolument. Cathy, tout à l'heure. Tu sais, la cuisine n'est pas juste un moment unique de consommation, de mettre de l'essence dans la machine, là. On est en train de partager quelque chose. Quand tu vas faire ce ketchup-là, tu vas dire, votre arrière-grand-mère ou votre grand-mère Ouais. faisait cette recette. À l'époque, on la faisait avec 8 tasses de sucre. Maintenant, on la fait avec 4 tasses de sucre. Mais tu sais, parce que quand tu regardes le livre de Jeanne Benoît, Mhm. tu regardes des recettes, tu dis, oh mon Dieu, ça Ouais. c'est riche. Ah, ça, c'est... Mhm. Mais ça évolue, mais on s'en rappelle, puis on s'en souvient, puis on construit. Puis cette mémoire-là est hyper importante. Je suis sûr que tu as des recettes de ton enfance que ta mère fait, qu'à un moment donné, tu vas vouloir transmettre. Et tu as sûrement une histoire Je autour pense de ça. juste aux artichauts. Je détestais les artichauts. Puis, mais c'est comme recette de mon enfance, honnêtement. C'est le genre de truc qui te marque que t'aimes Mais pas est-ce que par Et t'aimes- la est-ce maintenant, que est-ce que t'aimes t'aimes ça? ça? Mais aujourd'hui, Ou t'es encore je traumatisée? suis encore un peu traumatisée, je dirais. Mais par contre, j'ai comme un conseil à donner pour les personnes qui me ressemblent et qui parfois, je pense, voilà, cuisinent pas beaucoup. Ouais. Du moins, c'est pas super naturel de cuisiner parce que tu vois les recettes et donc tu te mets tellement la barre haute, donc ça peut être très Ouais. intimidant aussi. Y aller simple. Enfin, des fois, je fais Ah, comme ben des oui, compartiments dans mes assiettes, puis je suis vraiment contente que j'ai mangé des légumes, j'ai mangé genre du riz ou comme j'ai Ouais. mangé mon saumon, puis ça va, c'est bien. Je me sens sereine. Mais tu sais, c'est juste un pas vers l'avant. Tu sais, moi, Ouais. j'ai un homme célibataire, récemment célibataire, qui vient me voir à l'école, qui me dit, écoute, j'ai fait tous les restos du quartier avec mes enfants, je les ai une semaine sur 2. La semaine où j'ai pas les enfants, je veux venir prendre des cours de cuisine chez vous. Par quoi je commence? Je reprends des trucs de base. Regarde, le cours de tapas va t'amener une espèce de panoplie de petits mix de saveurs intéressants qui va t'amener des idées plus tard. Parce que, tu sais, je discutais avec une amie hier, je lui disais,
elle fait sa soupe de poulet à partir from scratch. Là. Tu sais, Ouais. Elle fait rôtir son poulet, après elle mange le poulet, elle garde la carcasse, elle fait sa soupe. Je dis, c'est super. Wow. Je dis, mais maintenant, j'ai dit, amène-la ailleurs, ta soupe de poulet. Pourquoi pas lui mettre un peu de cumin, paprika, coriandre, puis la twister un peu version tu On sais, peut garder ça couscous. simple. Puis Ben pourquoi tu oui. l'amènes pas un petit peu puis asiatique? Puis j'ai dit, c'est la même base toujours. Puis Quand ce tu maîtrises la monsieur-là, base. ben c'est ça, ce monsieur-là, je lui ai dit, viens au cours de tapas. Puis après, viens au cours de pâtes. Puis là, il est venu à 3 cours. Puis 6 mois plus tard, je le croise dans un cours de charcuterie saucisse. Et là, je lui dis, on est loin de la base, hein. Là, il me dit, non, tu comprends pas. Il dit, au début, je suis venu par nécessité. Puis là, c'est par Il dit, plaisir. mais d'avoir mis le doigt dans l'engrenage, Ouais. maintenant, j'ai du fun. Puis là, il venait à des cours vraiment, on va dire, complémentaires, niveau élevé, parce que ben, il a développé une capacité à apprendre. Puis c'est comme tout. Tu sais, je suis sûr que si tu commences la natation, puis au début, bon, c'est dur de faire des longueurs, puis à un moment donné, tu trouves ton fun. Tu sais. Ben, c'est la même chose en cuisine. Il faut juste mettre le doigt dedans. Par contre, d'être capable de retranscrire ces fameuses recettes-là, même la recette d'artichaut que tu n'aimes pas de ta mère, si Fait un, que tes jour, enfants vont si l'aimer. un jour tu la refais, Oui, non mais si un jour tu je la leur refais, souhaite. tu vas leur raconter cette histoire-là, que ta mère le faisait, puis elle le servait comme ça, puis qu'un jour elle t'a puni parce que tu voulais pas finir ton assiette pour telle raison. Et je trouve ça génial parce que c'est ça la cuisine. C'est qu'en réalité, on associe des dizaines. Quand tu commandes une pizza, tu la manges sur le bord du comptoir en regardant la télé. Quand tu cuisines, tu sors la belle vaisselle. Cette vaisselle-là, elle vient du mariage, de telle affaire. C'est les histoires. C'est les histoires autour. Ça, Vraiment. c'est pour moi, ça crée le moment, puis ça amène autre chose. Mais merci d'avoir ramené cette plaisir. douceur-là. Je pense que j'en avais personnellement besoin, finalement. Un gros merci pour Ça fait votre plaisir. partage. J'ai vraiment hâte que tu me reçoives à manger. Toi, ça m'attend dans le Avec frigidaire. Puis toi, plaisir. non, Un jour, t'as le temps. un jour, écoute, ouais. Un gros merci à vous trois. Puis on se voit la semaine prochaine. Merci. Ciao!